Mesdames et messieurs, bonsoir. J'invite ceux qui ne l'auraient pas encore fait à prendre siège, s'il vous plaît. Alors, bienvenue à cette soirée synthèse de l'Office de consultation publique de Montréal, portant sur les solutions apportées, suggérées par les Montréalaises et les Montréalais lors des activités contributives citoyennes qui se sont déroulées en août et en septembre aux 4 coins de Montréal. Ces activités font partie intégrante de la consultation sur le racisme et la discrimination systémique dans les champs de compétences de la Ville de Montréal. Elles suivent les séances d'information générale et thématiques qui sont déroulées au printemps dernier, plus précisément en mai. La soirée se déroulera en français. Toutefois, les personnes qui voudraient s'exprimer en anglais peuvent le faire. The meeting will be conducted in French, but if you wish to speak in English, please, you're welcome to do so. Je suis Marie Alcindor. Je suis commissaire à l'Office de consultation publique de Montréal, que vous connaissez aussi sous l'acronyme OCPM. La présidente de l'Office, Madame Dominique Olivier, a confié la coprésidence de cette commission à ma collègue à ma droite, Ariane Aymon, et à moi. Nous sommes secondés par 3 autres commissaires, Habib El-Haj, à ma gauche, Madame Judy Gould et Monsieur Jean-François Thiot. La Commission souhaite remercier l'ensemble des personnes qui contribuent au bon déroulement de cette soirée, particulièrement celles et ceux qui s'occupent de la logistique, de l'accueil, de la sténographie, de la sonorisation et de la web-diffusion de cette soirée. Cette séance est diffusée en direct sur la page Facebook, sur Twitter et sur le site Internet de l'OCPM. Nous saluons donc les personnes qui nous suivent à distance. Nous remercions aussi la halte garderie Crétavie qui contribue à rendre la participation plus inclusive. L'Office de consultation publique a l'habitude de prendre des photos, parfois des vidéos, lors de ces séances. Si jamais vous ne voulez pas être photographié, vous n'avez qu'à en avertir les gens de la table d'accueil. Monsieur Gilles Vézina est l'attaché de documentation à l'Office. C'est la personne ressource à contacter si vous avez besoin de renseignements supplémentaires. Ces coordonnées sont dans le dépliant de la consultation et se trouvent à la table d'accueil. Venons-en maintenant au déroulement de cette soirée. Dans un premier temps, nous inviterons Madame Youla Pompilus-Touré, qui est notre secrétaire analyste, à nous présenter la démarche, le contexte, les champs d'intervention de la Ville de Montréal et les concepts de la consultation. Dans l'objectif de mieux éclairer votre réflexion et stimuler votre envie de déposer ou un mémoire ou une opinion en ligne, nous inviterons aussi Monsieur Mario Régis, vice-président en développement social à Centraide du Grand Montréal, à nous présenter, à enrichir donc notre réflexion en partageant les pistes de solutions qui émanent du travail de Centraide en termes d'enjeux territoriaux et de manière à ce que vous voyez comment des gens qui travaillent tous les jours sur ces problématiques, entre autres, ont déjà ce à quoi ils ont déjà réfléchi. Finalement, messieurs Joseph Chinda Kenfo et Mohamed Ali Yanouri, qui sont des analystes de la commission, vous présenteront la synthèse des activités contributives citoyennes, donc ce que les gens ont pensé, les problèmes qu'ils ont évoqués et surtout, les solutions auxquelles ils nous ont référé. Après ces présentations, nous prendrons une pause d'une 15aine de minutes. Ce sera le temps pour les personnes qui désirent faire des commentaires, apporter leur contribution à la consultation, de s'inscrire au registre à la table d'accueil. Au retour de la pause,
nous inviterons les personnes qui se sont inscrites à se présenter devant nous selon l'ordre d'inscription. Afin que les familles puissent retourner à leurs obligations, vous nous permettrez de prioriser cependant les parents qui ont des enfants à la halte garderie ou même à la maison. Et merci de le préciser à l'accueil pour que nous le sachions et que vous puissiez jouir de cette priorité. Évidemment, nous vous encourageons tous à faire des commentaires et à apporter des contributions à cette consultation, et plus particulièrement les femmes qui, selon les statistiques de l'Office de consultation publique, participent traditionnellement un peu moins au processus de consultation. Chaque personne qui s'inscrira au registre aura droit de faire 2 interventions qui peuvent être un commentaire, une question de clarification, apporter une solution à un problème. On vous demande bien sûr de limiter les préambules à ce qui est indispensable pour la compréhension de votre rapport, et ainsi nous pourrons entendre le plus de gens possible. Le registre va rester ouvert jusqu'à 20h45. Vous aurez la possibilité de vous réinscrire pour intervenir de nouveau si nécessaire. Vos commentaires et vos contributions devront toujours nous être adressés. Si vous désirez témoigner publiquement d'une expérience que vous avez vécue en lien avec cette consultation sur le racisme et la discrimination systémique, nous vous invitons à vous présenter à la table d'accueil. Il y a un dispositif pour vous permettre d'enregistrer votre témoignage. Finalement, nous avons pour tâche, vous vous en doutez, de favoriser la participation de tout le monde, et pour y arriver, rien de tel qu'un climat serein, courtois. C'est pourquoi nous ne pourrons tolérer ni manifestations, remarques désobligeantes, propos diffamatoires, propos haineux évidemment, ni attitudes méprisantes. Nous vous invitons également, même si vous êtes touché par une intervention, à ne pas applaudir, s'il vous plaît. Nous vous invitons maintenant à activer la fonction silence de vos téléphones cellulaires, si ce n'est déjà fait. Comme annoncé, nous invitons donc maintenant Madame Youla Pompilus-Touré, secrétaire analyste, à nous présenter la démarche de la consultation sur le racisme et la discrimination systémique. Est-ce qu'on m'entend bien? Non. Allô? Mais c'est mieux comme ça? D'accord, je vais me rapprocher un peu. Donc, bonsoir, mesdames, messieurs. Merci, mesdames les coprésidentes. Donc, comme elles ont expliqué, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous mettre en contexte, vous parler un peu des grandes étapes de la démarche jusqu'à maintenant et vous donner quelques chiffres sur la participation à date. Donc, allons-y. La consultation a été demandée par des groupes de citoyens et de citoyennes qui incluent le groupe Montréal en Action et le Centre de recherche Action sur les relations raciales. Donc, la consultation a été demandée en vertu du droit d'initiative, qui est un mécanisme citoyen qui permet à tout résident ou résidente montréalais ou montréalaise de 15 ans et plus de demander à la Ville de tenir une consultation publique si un minimum de 15 000 signatures est obtenu. Donc, durant l'été, les groupes ont obtenu les signatures nécessaires et le 27 juillet 2018, le greffe de la Ville de Montréal a reçu la pétition et, suite à la validation de plus de 16 000 signatures, a jugé la pétition conforme. Quelques mois plus tard, le comité exécutif de la Ville de Montréal a confié à l'Office de consultation publique de Montréal le mandat d'organiser, de tenir cette consultation sur le racisme et la discrimination systémique dans les champs de compétences de la Ville de Montréal.
Durant les mois qui ont suivi, la Ville de Montréal a préparé un document dans lequel elle fait état des lieux de ses actions, d'initiatives pour contrer le racisme et la discrimination systémique. Ce document synthèse est disponible sur la page de la consultation publique sur le site de l'Office de consultation publique. Vous trouverez le lien dans le document qui vous est. Et pour les personnes en ligne, vous n'allez qu'à aller sur le site de la consultation pour être capable de le trouver. Donc, cet état des lieux est une partie de l'analyse qui va vous être présentée ce soir. Donc, le 15 avril 2019, les documents de référence ont été soumis à la commission et donc le 26 avril 2019, l'Office de consultation publique a partagé, a annoncé la démarche qu'elle allait entreprendre dans le cadre de cette consultation publique. Ici, c'est pour vous expliquer aussi ce qu'est la consultation publique en vertu du droit d'initiative. Ce que je disais, c'est un outil qui permet à n'importe quel résident ou résidente de Montréal de demander la tenue d'une consultation publique à travers une pétition. Donc, la démarche, elle a commencé avec des séances d'information, une séance générale suivie de 3 séances thématiques sur les sujets de la culture, l'emploi, ainsi que le profilage racial et social. Somme toute, dans cette phase de la consultation, plus de 500 personnes ont participé en personne et plus de 3000 personnes ont écouté les webdiffusions, soit en direct, soit en différé. Suite à ceci, de juin à septembre, les citoyens et les citoyennes ont pu télécharger une trousse à partir du site de l'Office pour mener leur consultation, leur conversation citoyenne dans leur groupe ou en privé. L'Office de consultation publique en a également organisé. Et la synthèse de ces mois d'activité citoyenne est ce qu'on vous présente ce soir. Donc, où sommes-nous maintenant dans la démarche? Nous sommes au moment où les citoyens et les citoyennes peuvent émettre ou partager leurs opinions en ligne sur le site ou, comme les coprésidentes le disaient, peuvent déposer un document à la consultation ou même s'inscrire pour venir parler devant la commission. Donc, encore une fois, toute l'information est disponible sur le site pour celles et ceux qui voudraient réagir à ce que vous allez entendre ce soir. Donc, comme je disais, la consultation sur le racisme et la discrimination systémique se tient en vertu du droit d'initiative, ce qui veut dire que le but de la consultation est de chercher des solutions qui sont constructives, novatrices, mobilisatrices et applicables dans les champs de compétences de la Ville, bien entendu. Donc, ce soir, par rapport aux solutions qui vous seront présentées, qui sont le fruit des activités citoyennes, nous vous demandons de réagir, de nous dire qu'est-ce que vous appuyez, mais aussi, qu'est-ce que vous appuyez, mais à quoi est-ce que vous réagissez aussi, quels seraient les angles morts, quels seraient des sujets qui n'ont pas encore été mentionnés. Donc, pour s'assurer qu'on parle des mêmes concepts, encore, je vais vous référer au site de la consultation. Tous les documents soumis à la consultation sont disponibles sur le site. Donc, vous allez en retrouver plusieurs qui définissent ce qu'est le racisme et la discrimination systémique. Ce soir, on s'arrête sur 2 définitions de concepts. Donc, selon la Ligue des droits et libertés, le racisme systémique se manifeste lorsqu'une institution ou un ensemble d'institutions agissant conjointement crée ou maintient une inéquité raciale. Cette attitude n'est pas toujours intentionnelle et ne signifie pas nécessairement que le personnel de l'organisme concerné est raciste. Donc ici, ce qu'on aime rappeler, c'est que le mot « systémique » est différent du mot « systématique ». Donc, ce qu'on dit aussi, c'est que s'il y a un système, quelles personnes et à cause de quels facteurs ont-elles des difficultés d'accès à ce système? Donc, c'est ces enjeux-là que la consultation se penche. Maintenant, deuxième définition, selon la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, la discrimination systémique repose sur l'interaction dynamique entre des décisions et des attitudes teintées de préjugés,
ainsi que sur des modèles organisationnels et des pratiques institutionnelles qui ont des effets préjudiciables, voulus ou non, sur les groupes protégés par la Charte des droits et libertés de la personne au Québec. Donc, à titre de rappel, quelques-uns des groupes protégés incluent, ou les facettes, c'est la race, l'orientation sexuelle, la couleur, le handicap, le moyen pour pallier à ce handicap. Donc, les personnes appartenant à tous ces groupes sont concernées par cette consultation sur le racisme et la discrimination systémique. Donc, quand on regarde la Ville de Montréal, on peut parler de qui est affecté par ces réalités. Donc, dans l'ensemble, quand on regarde les statistiques de 2016, quand on regarde l'ensemble de la population montréalaise, on regarde les personnes qui sont nées à l'étranger ou les personnes qui ont au moins un parent qui est né à l'étranger. On voit que ces gens de la première ou deuxième génération d'immigration composent 59% de la population montréalaise. C'est quand même un chiffre important, c'est plus d'une personne sur deux. Quand on regarde au niveau des minorités visibles ou des personnes autochtones dans l'ensemble de la population montréalaise, on est ici à 35%. Donc, 1%, presque 1% de personnes autochtones et 34% de minorités visibles. Donc, encore une fois, ici, on regarde, c'est une personne sur trois. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont concernées par l'enjeu de cette consultation. Maintenant, d'autres groupes sont susceptibles de subir ou d'être affectés par la discrimination systémique. On parle ici des femmes, des personnes en situation de handicap, des personnes des communautés LGBTQ+. Donc, toutes ces personnes doivent se sentir interpellées par le sujet et peuvent nous soumettre des opinions, des mémoires, venir parler devant la commission. Donc, ici, pour partager un peu d'informations, on présente l'information sur des arrondissements de la Ville de Montréal du Nord-Ouest et toute l'information qui est présentée ce soir est disponible sur le site ou dans les livrets. Mais j'attirais votre attention sur les arrondissements de Pierrefonds-Roxboro, de Saint-Laurent, de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, où on voit qu'à Pierrefonds, 2 personnes sur 3 font partie des premières ou deuxième générations d'immigration. À Saint-Laurent, c'est 83%. On parle ici de 4 personnes sur 5. Dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, c'est environ 3 personnes sur 4 qui sont issues de la première ou deuxième génération d'immigration. Quand on regarde au niveau des minorités visibles et qu'on regarde l'arrondissement, par exemple, de Saint-Laurent, on voit que presque une personne sur 2 est une minorité visible ou une personne autochtone. Donc, on parle quand même encore de personnes concernées dans l'arrondissement ici ou les arrondissements du nord-ouest de la Ville de Montréal. Un topo des autres arrondissements est également disponible sur le site de l'Office. Maintenant, quand on parle des champs d'intervention de la Ville de Montréal, dans le document qu'elle nous a soumis, le document dont je vous parlais tout à l'heure, la Ville nous présente les champs d'action dans lesquels elle intervient au niveau pour contrer le racisme et la discrimination systémique. Donc ici, la Ville explique qu'elle peut contrer le racisme ou la discrimination systémique au niveau de l'embauche, la formation ou le comportement de son personnel, au niveau de l'octroi de contrats aux fournisseurs, et mes collègues vont présenter des données un peu plus parlantes du volume d'argent que la Ville octroie en termes de contrats. La Ville peut également agir au niveau du traitement des crimes haineux et du zonage des lieux de culte. Maintenant, par rapport à l'intégration et l'inclusion, la Ville peut prendre action au niveau du logement social et communautaire, au niveau du développement économique sur son territoire, ainsi qu'au soutien aux artistes et aux événements culturels. Donc, toutes ces thématiques seront abordées un peu plus tard. Et finalement, la Ville peut également agir aussi à travers des ententes avec d'autres paliers de gouvernement. Par exemple, pour favoriser l'intégration sociale et économique des personnes issues de l'immigration, pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, et également pour favoriser l'intégration, la diversité et l'équité au niveau des organismes qui travaillent au niveau de la culture. Donc, je vais passer la parole. Je vais repasser la parole au président. Merci. Oui. Merci beaucoup, Yula. Comme nous vous l'annoncions tout à l'heure, nous allons maintenant inviter M. Mario Régis, vice-président en développement social à Centraide du Grand Montréal,
qui va nous présenter un éclairage, au fond, sur le racisme et la discrimination en termes de diagnostic ou pistes de solutions pour enrichir notre réflexion commune. Merci Madame la Présidente. Bonsoir Mesdames, Messieurs les commissaires, bonjour tout le monde. En fait, je vais me présenter vraiment de façon la plus humble et la plus humble possible. En fait, on a pris on vous remercie de l'invitation. Et quand on a réfléchi, il y a des gens de mon équipe ici ce soir, quand on a réfléchi sur ce qu'on viendrait dire, on s'est dit, on ne veut pas prendre une posture absolument pas d'expert. Ce n'est pas dans la façon dont on veut travailler. On veut vraiment travailler de témoigner comment nous, Centraide, comme organisation qui travaillons au développement social à Montréal, on a progressé, on a appris en voulant travailler sur la question de l'inclusion à travers tout le travail qu'on fait depuis une vingtaine d'années. Donc, ce qu'on va vous présenter, c'est un survol très rapide, évidemment. Là, on ne peut pas étirer le temps. La parole est plus à vous. Mais comment on a progressé à travers nos façons de faire, comment on a évolué, comment des fois on s'est trompé, qu'on a corrigé le tir, et où est-ce qu'on en est rendu aujourd'hui. Puis on a fait l'effort de tirer quelques grandes leçons d'apprentissage qui sont comme des leviers, des principes qui nous guident dans l'action. Puis on le présente comme étant un actif qui est à discussion parce qu'on est intéressé de lire le document, d'entendre, pour continuer nous-mêmes de réfléchir sur comment on peut évoluer dans nos pratiques. Donc, Centraide, c'est évidemment une organisation philanthropique qui existe depuis de nombreuses années à Montréal, à travers même l'Amérique du Nord, et qui a pour mission de lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Donc, on le formule par la négative, c'est pas le fun, j'aime pas ça, mais on pourrait dire, une des choses qu'on cherche à faire, c'est de favoriser l'inclusion, l'intégration, l'inclusion dans des communautés les plus inclusives possibles, parce qu'on est convaincu, ça c'est une conviction profonde chez nous, que devant les aléas de la vie, plus que la communauté s'est serrée, plus qu'elle inclut vraiment tous les citoyens et les citoyennes, plus fortes sont les communautés et plus forte est la résilience de la ville. Au tournant des années 2000, on a pris vraiment un virage où, jusqu'à l'époque, Centraide était perçue comme étant une organisation qui faisait une campagne annuelle. On ramassait des sous et on les distribuait à des organismes en s'assurant qu'ils étaient les meilleurs, et ça finissait à peu près là. Et on s'est dit, si on veut vraiment faire une différence sur la pauvreté et l'inclusion de tout le monde, il faut que je parle plus fort, c'est bon? Merci. Si on veut faire une différence sur la pauvreté et l'inclusion, il faut vraiment travailler à bâtir des communautés d'entraide, et c'était le nom d'ailleurs des orientations stratégiques qu'on a sorties au tournant des années 2000, bâtir des communautés d'entraide. Et là-dedans, on disait, il faut aller plus loin que juste financer un à un les organismes. Il faut travailler à renforcer cette capacité-là, et c'est là qu'on a commencé à travailler, à développer et à renforcer les compétences, le leadership des organisations dans les communautés pour être capable de poser un regard sur les quartiers et d'aller plus loin que juste la dispensation des services ou la tenue des activités qu'ils faisaient. C'est aussi pendant cette période-là qu'on a développé ce qu'on a appelé les initiatives accessibilité, où on souhaitait que les partenaires dans un même quartier travaillent ensemble sur la question de l'accessibilité. On a tiré des apprentissages de cette expérience-là, puis finalement, on a pris un pas de recul. Cette façon de faire faisait en sorte que la question de l'inclusion devenait en soi un enjeu, au même titre que la sécurité alimentaire, au même titre que le développement des jeunes, etc. Et on se disait, ça, c'est une limite. L'enjeu de l'accessibilité, l'enjeu de l'inclusion, c'est un enjeu qui est transversal à l'ensemble des autres dimensions, que ce soit au niveau de la petite enfance, que ce soit au niveau de la santé mentale, que ce soit au niveau de la sécurité alimentaire. Donc, l'inclusion devenait pour nous un enjeu transversal, et c'est ce qu'on est venu installer au tournant des années 2010, quand on a refait les orientations stratégiques, où là, on a adopté une approche territoriale. Ça peut avoir l'air technique, mais en fait, on a vraiment changé notre façon de travailler même à l'interne. Avant, à l'interne, autant nos bénévoles que notre personnel au niveau du développement social travaillaient par thème. Travaillaient sur la sécurité alimentaire, travaillaient au niveau des enfants, des familles, des femmes. Et on a viré ça complètement de côté pour dire maintenant, on va travailler par quartier. Parce que les gens qui vivent dans les quartiers, ils peuvent être touchés par la sécurité alimentaire, qu'on soit des enfants ou des aînés. La sécurité alimentaire peut nous toucher. La question du logement peut nous toucher. Et la question de l'inclusion nous touche. Donc, il faut qu'on ait ce regard, cette intelligence, quartier par quartier, communauté par communauté, pour dire comment ça se dessine dans un quartier comme Côte-des-Neiges versus dans un quartier comme dans Pierrefonds versus dans Hochelaga-Maisonneuve, par exemple. Quels sont les leviers qui existent dans le quartier? Quels sont les obstacles qu'on rencontre? Et comment on peut mieux équiper les gens qui y vivent, les organisations qui y travaillent pour surmonter ces difficultés-là?
Donc, on a développé ce virage-là avec 3 grandes valeurs, 3 grands principes qui étaient l'inclusion, l'empowerment de tous les citoyens. Il faut que les citoyens soient partie prenante, ils ne sont pas que des clients, ce sont des citoyens, donc ils ont un mot à dire, ils doivent y participer. Et comment on va travailler sur la concertation, parce que ces enjeux-là sont transversales et ils appartiennent à tout le monde et il n'y a aucune organisation, aucun organisme qui peut prétendre seul régler les défis liés à la lutte à la pauvreté et à l'inclusion. Il faut vraiment travailler tout le monde ensemble. Concrètement, à l'interne, ce que c'est venu dire, c'est venu faire aussi qu'on a introduit des critères dans nos façons d'évaluer le travail que les organismes font. On a traduit cette volonté ferme de l'inclusion dans nos critères. À titre d'exemple, est-ce que la composition des conseils d'administration des organismes reflète bien la composition démographique du territoire dans lequel l'organisme œuvre? On devrait retrouver une représentation autour de la table du conseil d'administration. Est-ce que, par exemple, le portrait de la population qui est rejointe à travers les activités de l'organisme reflète la composition démographique du territoire sur lequel il intervient? Et ça nous a amené à intervenir auprès de certains organismes. On disait, on s'étonne de constater que dans votre quartier, il y a un taux quand même assez important de diversité, mais que quand on regarde la population rejointe, elle est essentiellement blanche, d'origine québécoise. Donc, qu'est-ce qui pose problème? Est-ce que c'est dans l'approche, dans la façon de faire connaître vos services? Est-ce que c'est dans l'accueil qui fait que les gens ne reviennent pas? Est-ce que c'est dans effectivement l'accueil qui fait que les gens viennent mais ne reviendront pas? Donc, ça nous a permis de travailler et d'ouvrir un dialogue avec les organismes parce que tout changement de culture, ça aussi, on en est profondément convaincu. Quand on veut travailler un changement de culture, la première étape, c'est d'éveiller les gens à la situation. Les gens, tantôt on le voyait dans la définition de la dimension écosystémique, les gens ne s'en rendent pas compte. Ce n'est pas une question qu'ils ne sont pas intelligents, ils ne le voient pas. Donc, il faut refléter le défi auquel on rencontre pour après ça les mobiliser, dire comment on peut changer ça et comment on peut vous outiller pour vous aider à le faire. De là qu'on a développé différentes formations, différentes approches, notamment avec la table régionale de concertation au niveau des réfugiés, des immigrants qui ont une expertise puis avec lesquels il nous fait plaisir de travailler puis d'apprendre aussi avec eux. En 2015, donc, on a poussé plus loin, on s'est vraiment positionné comme étant un agent de changement et on a commencé à travailler de façon plus large avec différents autres partenaires, différents donateurs de Centraide, qui évidemment étaient interpellés par le fait que là, oui, il y avait des arrivées massives, qu'on pense à l'arrivée des réfugiés syriens, qu'on pense aux nouveaux demandeurs d'asile, les défis que ça posait. Et encore là, on a pris le principe de d'abord sensibiliser, éveiller et former. Et encore là, avec la TCRI, la table régionale, on a donné des formations dans les quartiers pour vous dire le geste volontaire que les citoyens souhaitaient poser pour accueillir, bien, ils étaient peut-être aussi porteurs de plein de billets. Et comment on amenait ces gens-là à prendre conscience de leurs billets et vraiment à les aider à aller au-delà puis avoir le geste sincère, authentique, qui ne créait pas de plus de barrières qu'on cherchait à en faire tomber. On a développé au cours des dernières années, puis je finis mon rapport historique là-dessus. Au cours des dernières années, on a développé une nouvelle façon de travailler notre développement des communautés à travers le projet Impact Collectif. Et ça nous amène un nouveau champ d'action, un nouveau champ d'intérêt, une nouvelle préoccupation qui nous préoccupe et qui préoccupe beaucoup de villes à travers les États-Unis. On est allé on a des liens avec différentes villes en Amérique du Nord qui ont cette préoccupation-là. C'est-à-dire la participation de l'ensemble des gens issus de la diversité, pas seulement au moment où on consulte sur les besoins, mais au moment aussi où on conçoit les solutions, puis au moment où on les met en œuvre. Règle générale, là, on est assez bon pour aller consulter les gens pour savoir c'est quoi leurs besoins, qu'est-ce qu'ils pensent. Puis on est assez bon pour les retrouver après ça comme clients des services et des activités. Là où on pense qu'il y a encore un gap à travailler, c'est comment on les intègre dans nos processus pour concevoir les stratégies d'intervention et les mettre en œuvre pour qu'ils soient partie prenante de ces solutions-là. C'est mon rapport historique. Ça nous amène à conclure. Ça, c'est l'exercice le fun quand on est invité à des consultations de même. Ça nous oblige à prendre un temps d'arrêt puis se dire, OK, qu'avons-nous appris si on avait à le mettre par écrit? Qu'est-ce que ça donnerait? Nos grands principes directeurs qu'on a confirmés ou qu'on a appris dans notre façon de travailler avec les communautés à Montréal. La première, je vous dirais que ça nécessite un engagement clair et explicite de la haute direction de l'organisation.
Sinon, ça va rester un vœu pieux, ça va rester une valeur qui est là quelque part. Puis de temps en temps, on y pense, mais règle générale, on finit par l'oublier parce qu'il y a plein de choses qui nous occupent dans le quotidien. Un engagement clair de la direction, autant à l'interne de Centraide que dans notre façon de travailler. Et ce que ça veut dire, c'est dans tous les dispositifs qu'on va mettre, dans toutes les politiques qu'on va mettre, dans toutes les stratégies qu'on va mettre, on va toujours se poser la question en quoi ces leviers, en quoi cette politique va contribuer à favoriser une plus grande inclusion. Elle nous oblige à se poser la question et surtout à y répondre. Il faut que ce soit un engagement aussi qui soit dans le temps. On parle d'un changement de culture. Ce n'est pas un objectif quinquennal, puis on se dit dans 5 ans, on va l'avoir réglé, puis on s'en fixera un autre. C'est un changement de culture qui est important, et ça veut donc dire qu'il faut le faire dans la durée, avec, par contre, des cibles à atteindre sur des périodes relativement courtes. Puis comme je dis tout le temps, les cibles, à la rigueur, si on les atteint pas, c'est pas ça qui est le pire. C'est de ne pas tirer les apprentissages du fait qu'on ne les a pas atteints. C'est pourquoi n'avons-nous pas atteint cette cible-là? Et donc, que faut-il changer dans notre façon de travailler? Que faut-il intensifier? Que faut-il abandonner pour que la prochaine fois, on puisse y arriver? Il faut que ce soit aussi, donc, je le disais tantôt, tangible dans nos différents leviers, donc dans nos critères, dans nos stratégies qu'on met de l'avant, dans le financement qu'on apporte. Et dans le financement qu'on apporte, il faut éviter le piège du saupoudrage. Il faut éviter de dire « Ah, on a mis des sous sur l'inclusion, c'est réglé, c'est beau ». Est-ce qu'on a mis les moyens en temps et en argent qui sont requis pour que la stratégie qu'on a réfléchie puisse vraiment faire son œuvre? C'est pas juste cocher de c'est fait, c'est on pense qu'on a vraiment fait, la stratégie qu'on met de l'avant, elle est bonne et on lui accorde l'intensité en temps et en moyens pour pouvoir la déployer puis qu'elle puisse fonctionner. L'avant-dernier, je vous dirais, c'est le plus difficile, c'est celui sur lequel nous-mêmes, des fois, on a un petit peu de misère, c'est d'évaluer sur le long terme. Sur le court terme, ça va assez bien. On est capable de se dire, bon, d'ici 2 ans, on voudrait avoir fait ça, puis on voudrait voir tel changement dans tel quartier, tel changement dans tel coin. Ça va assez bien. Mais d'être capable de le mesurer sur du long terme, de se donner des indicateurs clairs, sur est-ce que la situation progresse, est-ce qu'elle régresse, ça, c'est plus compliqué parce que des fois, ça demande des moyens qu'on n'a pas. Mais une des façons de le contourner, c'est de se donner des cibles précises sur du moyen terme, sur du court terme, puis d'y revenir régulièrement pour voir comment ça évolue, puis comment on peut aussi continuellement se réajuster en continu. Puis la dernière fonction, hyper importante, c'est la veille. C'est de rester éveillé. Ces enjeux-là, ces enjeux sociaux-là ne sont pas des enjeux fixes. Ils évoluent dans le temps parce que la société évolue, elle change. Nos connaissances changent, nos sensibilités changent. Des fois dans un bon sens, pas toujours, des fois dans le mauvais sens, mais il faut rester éveillé à ce que l'on apprend, ce que les autres peuvent nous apprendre, les connaissances, les pratiques. Tantôt, je parlais de la TCRI, la table de concertation sur les réfugiés, qui nous apprend énormément à travailler. On va voir ce qui se passe dans d'autres villes nord-américaines et on apprend des nouvelles stratégies. Donc, c'est important de garder cette veille-là pour être en mode d'apprentissage continu. C'est vraiment dans cette posture-là qu'on vient vous présenter aujourd'hui notre parcours, très modestement, comme dans une posture d'apprenant. Nous apprenons de ce que l'on fait, nous apprenons de ce que les organismes font sur le terrain. J'ose croire que les organismes apprennent du type d'accompagnement qu'on leur donne. Puis ce soir, on va vous écouter pour continuer d'apprendre dans le même sens. Merci. Merci infiniment, M. Régis. Je crois qu'effectivement, les éléments que vous nous avez apportés vont contribuer à cette réflexion commune. Je retiens quelques mots qui, je pense, sont importants et qu'on n'arrêtera jamais de répéter. La représentativité, l'inclusion, la conscientisation, la participation aussi, au-delà de la représentativité superficielle, mais la participation à l'élaboration d'une stratégie d'intervention, l'engagement clair à tous les niveaux, qui se traduit par, je dirais, l'accès au temps et aux moyens qui sont nécessaires, et la veille proactive, toujours, parce que les problèmes humains ne se règlent pas seulement sur un tableau. J'invite maintenant nos analystes, messieurs Joseph Chinda Kenfo, qui sera le premier à s'exprimer, à partager avec nous la synthèse des activités contributives citoyennes. Il sera suivi de M. Mohamed Ali Yanouri, lui aussi analyste à la Commission. Joseph, la parole est à toi. Merci pour cette parole.
Je vais commencer par préciser que ce que nous présentons ce soir est déjà disponible en version plus large sur le site Internet de l'Office. Il suffit d'aller à dossier de documentation complet. Vous entrez dans Travaux de la Commission et vous allez au niveau de 6.12, synthèse des contributions citoyennes, et vous avez, n'est-ce pas, cette synthèse-là dans son entièreté. Ce que nous présentons, c'est juste une synthèse, mais la base de données, les données brutes, sont déjà disponibles sur le site. Merci Annick. La deuxième précision, c'est que ce que nous présentons ce soir, c'est vraiment la synthèse de ce que les citoyens ont dit. C'est leur compréhension, leur perception des différents enjeux et ne constitue en aucun cas la position de l'Office. Le troisième élément, c'est que nous allons, dans la mesure du possible, faire une mise en contexte en nous appuyant sur le document 3.1, qui est le document de consultation qui avait été déposé par la Ville. Alors, pour faire très simple, vous avez là devant vous le portrait global de la participation des citoyens. Entre les mois d'août et septembre, nous avons eu 34 activités contributives citoyennes qui ont mobilisé 60 équipes, 700 participants et surtout 297 pistes de solutions qui se sont dégagées. Et tout ceci a été organisé par des citoyens, par des groupes communautaires, par des organismes communautaires, mais aussi par des étudiants, des collèges et des universitaires. Sur quoi est-ce que les citoyens et tous ces groupes ont travaillé? À la base, l'Office avait mis en place, avait défini 8 thèmes qui constituent l'essentiel des différents champs d'intervention de la ville. Et comme vous pouvez le constater, il s'agit des sports et loisirs, de la culture, de la lutte aux inégalités, de l'emploi et de l'entrepreneurship, de la participation à la vie démocratique, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, du logement, mais aussi des problématiques de profilage social et racial. Et à partir du moment où les citoyens étaient assez libres de choisir leurs problématiques, certaines problématiques en dehors de celles-ci ont émergé, notamment les enjeux liés à l'éducation, les enjeux liés à l'intimidation dans des écoles, mais aussi les problématiques de justice sociale. Globalement, des différentes propositions, nous avons essayé de faire quelques recoupements et il ressort que les thèmes qui ont été les plus abordés par les citoyens sont ceux que vous voyez devant vous en proportion sur la slide. Vous avez le thème de l'emploi qui a été longuement abordé par les citoyens. Vous avez le profilage social et racial. Vous avez le logement et surtout la lutte aux inégalités. Avant d'entrer dans quelques thèmes spécifiques, nous allons parcourir un peu les grandes tendances, c'est-à-dire que, en lien avec la question de la discrimination et du racisme systémique, les citoyens ont indiqué de façon répétée des causes transversales. La première, pour eux, c'était la méconnaissance ou le déni du phénomène de la discrimination et du racisme. C'est-à-dire qu'ils revenaient constamment que c'est quelque chose, on a tendance à nier cette problématique, sa réalité, et cela s'est vérifié aussi lors de la tournée de préconsultation où dans beaucoup d'arrondissements, certains responsables avaient de la peine à aborder ces questions. Et cela est visible dans le rapport qui est disponible aussi dans le site rapport de la tournée de préconsultation. La deuxième cause globale, c'était les biais dans les politiques et les processus. Et nous allons y revenir un peu plus en détail au niveau de l'emploi. La troisième grande tendance, c'était le manque de données pour évaluer l'ampleur du phénomène dans plusieurs champs de compétences de la ville. C'est-à-dire, quand bien même on reconnaissait que la problématique, elle peut avoir du sens, il y a des choses qu'on devrait regarder là-dedans, on n'avait pas toujours les données pour évaluer l'ampleur de la question. On a eu aussi d'autres grandes tendances, comme la question de l'inadéquation de certaines formations sur l'interculturel et antiraciste, mais aussi les problématiques liées aux disparités territoriales qui non seulement sont visibles entre les arrondissements, mais aussi à l'intérieur des arrondissements.
Les participants, comme nous l'avons dit, ont priorisé un certain nombre d'actions. Et comment est-ce qu'ils ont procédé pour prioriser ces actions? L'Office a conçu, comme l'a rappelé tout à l'heure Yola, un kit qui permettait aux citoyens et aux groupes d'organiser des activités. Et il était question nécessairement, à partir des expériences personnelles, à partir des faits vécus, d'identifier un fait, un programme, etc., une mesure, un processus qui est susceptible de générer l'inclusion ou l'exclusion et d'en déterminer les causes. À partir des causes, les groupes essayaient de déterminer aussi 3 verbes d'action et à partir de chaque verbe d'action, proposaient 3 pistes de solutions et après, passaient à la priorisation. C'est en traitant donc les différentes données ou bien les différentes solutions priorisées par les citoyens qu'on s'est retrouvé avec des solutions qui avaient trait à l'adoption ou à la révision des politiques, mais aussi une meilleure diffusion de l'information. Beaucoup de citoyens, à la lecture même des documents fournis par la ville, étaient surpris de tout ce que la ville fait. Parfois, il y a des belles initiatives, des programmes qui ne sont pas connus de certaines catégories de citoyens. Il y avait aussi des enjeux liés à l'accompagnement des personnes vulnérables. Ça, c'est ce qui est des tendances globales. Maintenant, nous allons prendre les thèmes principaux qui ont été abordés. Pour ce qui est de l'emploi et de l'entrepreneurship, nous allons d'abord faire une petite mise en contexte en nous appuyant sur le document 3.1 qui a été fourni par la Ville de Montréal. Il en ressort que la Ville a 3 façons d'intervenir dans ce domaine. La Ville est d'abord un employeur, c'est-à-dire à travers des programmes d'embauche et de mobilité à l'intérieur de sa fonction publique municipale. Donc la Ville a le pouvoir et emploie environ 26 000 personnes. La Ville, en deuxième lieu, octroie des contrats à des fournisseurs. On parle de 2,9 milliards de dollars en 2018. Et en troisième lieu, la Ville peut mener des actions de sensibilisation à travers des campagnes de promotion de la diversité en emploi. Et lorsqu'on regarde le portrait actuel, du moins jusqu'en 2018 à la Ville en matière d'emploi, on se rend compte qu'il y a 20 062 employés permanents et parmi lesquels 10,6% se sont identifiés comme appartenant à une minorité visible, 5,5% comme appartenant à une minorité ethnique, 0,3% comme appartenant à une origine autochtone et enfin 0,8% comme personnes vivant avec un handicap. Lorsqu'on essaie de comparer, on se rend compte qu'il y a une sous-représentation des minorités au niveau des emplois permanents parce que les minorités visibles à la Ville de Montréal, c'est 34,2% de la population. Les peuples autochtones, c'est environ 1% de la population. Mais au niveau des emplois fixes, des emplois permanents, pardon, ils représentent 0,3%. Donc, il y a une sous-représentation. Au niveau des emplois temporaires, on a 5 625 emplois temporaires à la ville et 25,3% se sont identifiés comme appartenant à une minorité visible. Vous voyez qu'il y a une surreprésentation. Et cette surreprésentation n'atteint pas déjà la proportion qui est de 34,2% à la ville. Cette présentation est vraiment à titre indicatif pour vous montrer la réalité telle qu'elle se présente et n'induit en aucun cas que l'Office peut se baser dessus pour dire qu'il y a des problématiques systémiques. Ça, c'est vraiment pour présenter la situation telle qu'elle, pour une lecture globale. Au niveau de ces problématiques de l'emploi, les participants ont identifié 109 enjeux qui expliqueraient la sous-représentation des autochtones, des personnes issues de l'immigration et des minorités, non seulement dans les emplois, mais aussi dans les programmes qui sont menés à la ville. Et certains avaient trait, comme on l'a dit, à l'accessibilité, notamment la non-reconnaissance des diplômes et de l'expérience acquise ailleurs qu'au Québec, la problématique du réseautage, c'est-à-dire le référencement dans l'accès à l'emploi, et surtout le faible accès des minorités aux contrats et à certains réseaux à la ville. Ce qui avait trait au processus institutionnel, on a beaucoup plus noté la sous-représentation des minorités dans les comités de recrutement et l'attribution des contrats, mais aussi
la persistance des micro-agressions et de harcèlement psychologique en milieu de travail et l'absence de structures et de mécanismes indépendants qui traitent ces problématiques-là. Qu'est-ce que les citoyens ont proposé? Il y a eu 99 solutions qui ont été proposées, notamment le fait que la ville devrait faire de l'embauche, devrait fixer des cibles d'embauche et en faire des objectifs contraignants pour les gestionnaires. Les citoyens ont apprécié l'existence des programmes de parrainage professionnel, mais beaucoup ont estimé qu'il était important que la ville pense à les bonifier et surtout que la ville fasse aussi du lobbying auprès des entrepreneurs privés, des acteurs privés, afin qu'ils instaurent aussi ce qu'on appelle les programmes d'accès à l'égalité en emploi qui, conformément à la loi, relèvent encore des entités publiques et autres entités municipales. Et ils ont justifié ce fait par le simple fait que la ville octroie près de 3 milliards de dollars, c'est-à-dire 2,9 milliards de contrats, et pourrait inciter, à travers des clauses contractuelles, les privés à mettre en place des mécanismes de représentativité au niveau de l'emploi. Ils ont aussi insisté sur les mécanismes de rétroaction et la transparence dans les processus d'embauche. Beaucoup ont estimé que même quand vous avez fait une entrevue et qu'à la fin vous n'avez pas le poste, vous ne pouvez pas savoir ce qui vous a empêché d'avoir le poste. Il n'y a pas de lisibilité entre la façon dont on soumet, on postule au niveau du profil et tout le processus. Donc, il faut des mécanismes de transparence à ce niveau. Et il y a eu une insistance particulière au niveau de l'accompagnement des personnes qui sont en situation de vulnérabilité, notamment que ce soit en lien avec un handicap ou bien avec la langue, afin qu'ils puissent postuler aux emplois de la ville, c'est-à-dire un accompagnement. Et beaucoup de participants ont estimé que la ville pouvait utiliser son pouvoir d'influence pour encourager les entités privées à promouvoir non seulement la diversité en emploi, mais aussi utiliser ce pouvoir d'influence-là au niveau du gouvernement provincial afin qu'il y ait la mise en place des mécanismes pour faciliter la reconnaissance des compétences et la reconnaissance des diplômes. Et il faut le préciser à travers une parenthèse que cette procédure relève de la compétence du gouvernement provincial. Donc la ville n'a pas qualité à le faire, mais elle peut utiliser son pouvoir d'influence selon ce que les citoyens ont proposé. Pour ce qui est de la deuxième problématique, notamment le profilage social, racial et social, il faut rappeler, comme c'est indiqué dans le document 3.1, que la ville s'est lancée dans un processus pour combattre le profilage racial et social. Et à la suite d'une consultation qui s'est tenue en 2017, il y avait eu 31 recommandations que la ville s'est engagée à suivre. Et parmi ces recommandations, il y a l'élaboration d'indicateurs d'évaluation. Et nous allons voir un peu plus loin quel a été son impact. Et qu'est-ce que les citoyens ont relevé comme cause fondamentale pour ce qui est du profilage? C'est que le tiers des problèmes identifiés portaient sur des processus institutionnels, la façon dont la police intervient, c'est-à-dire que les arrestations et méthodes d'intervention jugées disproportionnées et inappropriées. Ils ont aussi insisté sur le traitement différencié des jeunes de certaines communautés. Ils ont beaucoup plus insisté sur les jeunes noirs, les arabes et les autochtones, et surtout la façon dont certains territoires, les interventions sont menées dans certains territoires. Et ce qui mène, comme ils l'ont observé, à un bris de confiance, non seulement envers les institutions, mais aussi envers beaucoup de citoyens qui perdent confiance et qui n'arrivent même plus à se plaindre. Beaucoup ont aussi dénoncé une certaine culture de l'impunité qui, selon eux, régnerait au sein du corps policier, mais surtout des situations de harcèlement au travail vécues par des policiers issus des minorités. Qu'est-ce qu'ils ont proposé comme piste de solution? Il y a eu 63 solutions qui ont émergé et vous allez voir toutes ces pistes-là dans le document qui est disponible déjà sur le site. Ils ont insisté sur la création d'un poste de responsable à la lutte au profilage social et racial ou d'un bureau indépendant qui serait chargé, n'est-ce pas, d'examiner ces différentes plaintes, mais aussi
la réforme ou la bonification des programmes de formation. Certains ont émis des réserves quant au profil des formateurs, quant au contenu de la formation sur la diversité ou bien antiraciste qui est donné, quant au nombre d'heures de formation et à l'implication des différentes communautés, qu'il s'agisse des peuples autochtones ou bien des minorités dans la conception de ces formations-là. Certains ont aussi insisté sur la reconnaissance formelle du racisme et de la discrimination et la sensibilisation face aux différentes réalités. Et à ce niveau, c'est une problématique qui revient. Et si vous lisez le rapport de la tournée de préconsultation qui est disponible sur le site de l'Office, vous allez aussi voir cet élément-là qui revient. C'est-à-dire qu'il faut une reconnaissance formelle parce que nommer quelque chose, c'est déjà un grand pas vers la solution. La dernière proposition, c'était la publication des statistiques et données précises relatives au profilage. Et vous êtes sans ignorer que le 7 octobre dernier, il y a eu la publication du rapport mené par des chercheurs indépendants, 3 chercheurs indépendants, qui ont essayé d'analyser les différentes statistiques sur les interpellations du SPVM. Et ce rapport est disponible déjà et téléchargeable sur Internet. Nous allons toucher maintenant le troisième grand thème, la problématique du logement. D'après le document 3.1 qui est disponible sur le site de l'Office, il ressort que la ville intervient non seulement qu'elle a le pouvoir d'agir pour que les immeubles résidentiels soient salubres. Dans chaque arrondissement, il y a des services d'inspection des bâtiments, mais aussi la ville finance un service de référence qui guide les ménages victimes d'un sinistre ou sans logis en collaboration avec l'Office municipal d'habitation de Montréal. Et en troisième lieu, elle crée et maintient une offre de logement équilibrée et diversifiée, notamment à travers des programmes de subvention à frais partagés avec le gouvernement du Québec. Et ces programmes-là permettent d'appuyer l'acquisition résidentielle, d'aider à la rénovation et de développer les logements sociaux et communautaires. Qu'est-ce qu'ils ont identifié comme les principaux problèmes? Il y a 43 problèmes qui ont été identifiés et qui portaient essentiellement sur les enjeux d'accessibilité. Beaucoup ont estimé que les locataires ont une méconnaissance de leurs droits, mais aussi que la complexité de certains processus éloigne certains groupes. Ils ont insisté sur l'insuffisance des logements sociaux abordables et familiaux, la discrimination d'accès au logement, notamment en lien avec la langue, la taille de la famille, l'origine ethnique ou le statut légal. Je prends un exemple. Beaucoup de citoyens, dans les rapports qu'ils ont soumis à l'Office, estimaient que parfois, juste au téléphone, certains locataires, propriétaires, certains bailleurs propriétaires avaient tendance à vous demander si vous avez des enfants. Quand vous dites oui, ils vous demandent le nombre d'enfants. Et quand vous prononcez un certain chiffre, assez gentiment, ils vous disent « Ok, quelqu'un vient de prendre la maison ». Parfois, quand vous envoyez quelqu'un d'autre faire l'expérience, il se rend compte que la maison est disponible. Parfois, c'est le code vocal au téléphone qui vous éliminait automatiquement de l'accès à cette propriété. Donc, c'est entre autres des éléments que les citoyens ont soulevés et surtout les lenteurs administratives dans le traitement des plaintes. Un élément qui a marqué beaucoup de citoyens qu'ils ont tenu à relever, c'était en lien avec les coopératives d'habitation. Plusieurs citoyens ont estimé que non seulement il y a une inadaptation des critères de sélection des membres à la situation de nombreux demandeurs, mais aussi que lorsqu'on regarde le portrait des coopératives d'habitation, il y a une sous-représentation des minorités, mais aussi une expertise en matière de démarrage. Lorsqu'on relit très bien les rapports qu'ils ont envoyés, ils estiment que parfois, les groupes veulent bien démarrer une coopérative, mais ça prend des procédures, ça prend des formulaires, ça prend une certaine connaissance, une expertise que les groupes qui sont censés bénéficier de ces programmes n'ont pas toujours. Qu'est-ce qu'ils ont proposé comme solution? Il y a 39 pistes de solutions qui ont émergé et elles portaient essentiellement sur l'augmentation de l'offre de logement social, familial et abordable, avec de nouvelles constructions et surtout la bonification des programmes d'accès au logement. La deuxième, c'était que la ville mette en place un fonds pour garantir un financement et surtout apporter de l'expertise,
non seulement au comité de logement qu'elle devrait davantage accompagner, mais aussi apporter une certaine expertise et un accompagnement pour des groupes cibles qui voudraient se lancer dans des coopératives pour les accompagner. Et comme vous pouvez le constater, ces solutions, en fait, n'étaient pas toujours liées à des publics spécifiques. Les différents problèmes qui ont été relevés et les solutions touchaient tous les segments de la population vulnérable, c'est-à-dire les gens qui consacrent un certain pourcentage de leurs revenus au logement et aux produits de première nécessité. À la fin, beaucoup ont souhaité que la ville utilise son pouvoir d'influence pour agir auprès d'autres paliers de gouvernement afin que ses pouvoirs soient renforcés. Ça veut dire quoi concrètement? Beaucoup estiment que les inspections d'arrondissement ont certes la capacité d'aller faire des inspections, de faire des rapports d'inspection, mais n'ont pas les pouvoirs sur les propriétaires parce que c'est transmis à la régie du logement qui relève de la compétence du gouvernement provincial. Et par conséquent, la ville peut aller chercher davantage de pouvoir au niveau provincial pour agir dans ce sens-là. Pour la suite, je vais passer la parole à mon collègue Mohamed. Alors, bonsoir tout le monde. Donc, merci Joseph. Donc, sans plus tarder, on va continuer avec le prochain thème qui est apparu de manière un petit peu plus abondante durant les différents échanges qu'on a eus. C'est celui de la lutte aux inégalités. Mais avant de rentrer dans le vif, plus concrètement dans les précisions, j'aimerais revenir un peu sur des éléments de contexte pour aider la compréhension. Quand on parle de lutte aux inégalités, on va souvent parler des gens qui sont en situation de faible revenu. À quoi on fait référence quand on dit situation de faible revenu? C'est tout simplement des individus qui se trouvent dans une situation où est-ce que ils sont portés à dépenser une somme très significative de leurs revenus pour se loger et pour des besoins de première nécessité, par exemple, notamment l'épicerie, des choses comme ça. En cette mesure-là, si on se fie aux derniers chiffres disponibles pour la situation montréalaise, qui sont les chiffres de Statistique Canada sortis en 2016, actuellement, à Montréal, on se retrouve dans une situation où est-ce que 19% des ménages se retrouvent dans une situation de faible revenu. Donc, c'est à peu près un foyer sur 5 est dans cette situation-là. Quand on regarde plus précisément pour les populations qui nous intéressent un peu plus dans le cadre de notre consultation, on s'aperçoit qu'il y a quand même une représentation quand même considérable à ce niveau-là, notamment au niveau des personnes immigrantes. Donc, quand on dit personnes immigrantes, c'est toutes les personnes qui sont issues de l'immigration, donc qui sont partis de l'étranger pour venir s'installer ici, de première génération. On parle d'une proportion de 24%. Donc, c'est pratiquement le quart des immigrants qui sont dans une situation de faible revenu. Par la suite, il y a 34% des nouveaux arrivants. Donc, nouveaux arrivants, c'est personnes étant installées ici depuis 5 ans et moins qui se retrouvent dans une situation de faible revenu. Donc, c'est plus du tiers de ces personnes qui sont affectées par cette situation. Et de ce fait-là aussi, au niveau des personnes membres de l'autochtonie, donc quand on parle de personnes autochtones, c'est vraiment les Premières Nations, les membres de la nation la nation Inuit, mais aussi des Métis. Là, on parle de 27%, donc c'est un petit peu moins que le tiers. Mais quand même, il y a une proportion importante de ces individus-là qui se retrouvent dans une situation de précarité. Et en parlant de personnes autochtones, quand on s'intéresse aux questions en itinérance, on voit aussi qu'ils sont surreprésentés par rapport à leur proportion dans la population montréalaise. On l'a dit tout à l'heure, ils représentent à peu près environ 1% de la population montréalaise, mais en termes de la population itinérante, on parle de 12%, ce qui est quand même notable. Au-delà de ça, par rapport à la Ville de Montréal, en termes de lutte aux inégalités, elle stipule qu'elle intervient à différents niveaux pour susciter le développement social et la lutte aux inégalités. C'est le cas notamment dans des programmes comme la revitalisation urbaine intégrée.
Quand on parle, là, par la suite, donc, des éléments qui sont plus spécifiques qui sont revenus lors des différents échanges, il y a un total de 22 enjeux qui ont été identifiés sous le thème de la lutte aux inégalités, mais principalement, ce dont on parlait, c'était vraiment l'accessibilité et les disparités territoriales. Donc, quand on parle d'accessibilité, c'est qu'on se fait face à des défis qui mène à un encombrement, en fait, dans l'accès aux services, notamment le fait d'avoir des barrières de langue dans les personnes qui ne parlent ni français ni anglais peuvent avoir des difficultés à avoir accès aux services. Le statut légal également. Pour certains services présents à la Ville de Montréal, si une personne n'est pas dotée d'un statut ou qu'elle est en attente de statut parce qu'elle est requérante du statut de réfugié, elle ne pourra pas avoir accès à certains services offerts au niveau public. Mais également aussi des questions en lien avec la santé mentale, donc des personnes qui se retrouvent avec ces difficultés-là, mais aussi des services qui ne sont pas forcément adaptés aux personnes se présentant avec ces conditions-là. Et aussi, on dénonce beaucoup le manque d'information, donc le fait que ce n'est pas nécessairement le fait que les services ne sont pas disponibles, mais le fait que l'information ne se rend pas à certaines communautés, ce qui les garde un peu dans la noirceur, et le fait que les services ne sont pas répartis de manière égale à travers les territoires, à travers les arrondissements, et même dans un arrondissement, que la proportion des services n'est pas égale partout. Et au niveau des pistes évoquées, on parle notamment de mettre des personnes ressources pour les personnes en situation de vulnérabilité, pour les accompagner et pour s'assurer qu'elles ont accès aux ressources et aux services nécessaires. Favoriser une concertation avec les différents acteurs socio-économiques et la Ville de Montréal pour favoriser la lutte aux inégalités et d'augmenter le financement aux différents organismes communautaires présents. Donc, s'assurer que le financement ne soit pas que par projet, mais bien un financement qui est continu, qui est soutenu à ce moment-ci. Au-delà des différents thèmes qu'on a abordés durant les activités contributives, on trouvait aussi important de s'assurer de donner une voix à des groupes qui se retrouvent avec certaines particularités. Ce n'est pas le cas avec les personnes autochtones. Et on a eu l'occasion d'avoir une activité organisée par le Native Montreal Youth Council, où est-ce que des intervenantes et des intervenants du milieu communautaire autochtone ont eu l'occasion de s'exprimer sur des enjeux spécifiques à leur réalité. Et principalement au niveau des... au niveau des enjeux qui ont été soulevés principalement, on a surtout parlé d'une espèce de maintien des personnes autochtones dans une situation de précarité, de pauvreté, qu'il n'y avait pas un accès réel à une mobilité sociale. On a beaucoup parlé d'itinérance. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, 12% des personnes itinérantes à Montréal sont d'origine autochtone. Mais aussi le fait qu'il y a un maintien dans l'exclusion, on n'est pas en mesure d'accéder à des emplois, à du logement, et aussi une stigmatisation, une incompréhension des réalités que ces personnes vivent tout simplement. Mais aussi une espèce aussi d'aveuglement par rapport aux réalités que ces gens vivent. Et les solutions qui ont été proposées, d'avoir des cibles d'emploi, d'embauche à la ville qui sont spécifiques aux personnes autochtones, d'avoir du logement social avec des places qui seraient spécifiques aux personnes autochtones, notamment aussi dans les questions de profilage racial et social, s'assurer que l'offre de formation offerte aux agents du SPVM soit réellement conçue en fonction de leur permettre de développer une sensibilité, une compréhension réelle des réalités des personnes autochtones. Puis s'assurer aussi que ces formations-là soient conçues avec des membres des communautés autochtones, donc qu'on les consulte, mais aussi qu'ils fassent partie de la conception de ces formations-là. Mettre en place des campagnes de sensibilisation au niveau du grand public, mais aussi s'assurer que la ville soit en mesure de représenter adéquatement l'histoire et la culture des peuples autochtones présents à Montréal. Aussi, ce n'est pas mentionné, mais il y a certains intervenantes et intervenants lors d'activités ont mentionné la possibilité que la Ville modifie sa charte constituante pour inclure la reconnaissance formelle de Montréal comme étant un territoire autochtone non cédé.
Et aussi, en dehors des groupes autochtones, on a aussi l'organisation Défi Montréal qui s'intéresse surtout aux questions des personnes en situation de handicap qui ont eu l'occasion d'organiser une activité, mais malheureusement, au moment de la mise au point de la synthèse, les données de cette activité ne nous avaient pas été fournies, mais sachez, il est important de savoir que cette activité a eu lieu et qu'il a été possible pour eux de s'exprimer sur des enjeux spécifiques à leurs conditions. Autre thème abordé, celui de la culture. Dans cette mesure-ci, c'est surtout les trois principales problématiques qui ont été soulevées. C'est le manque de transparence dans les processus de sélection des projets artistiques, le manque de diversité au niveau de la composition des jurys. Donc, on questionne le fait qu'ils ne sont pas représentatifs de la population montréalaise, mais aussi également le fait que, dépendamment de certaines disciplines artistiques, il y a un sous-financement qui revient de manière quand même incessante et aussi spécifiquement envers des artistes de la diversité. Un exemple que je peux donner, c'est certains se plaignaient du fait que les artistes en art visuel étaient souvent discriminés dans l'octroi de subventions comparativement à certains de leurs collègues dans d'autres disciplines. Et les solutions qui ont été proposées en lien avec la culture, toujours en lien avec la culture, sont une répartition plus équitable des ressources à travers le Grand Montréal. Donc, s'assurer qu'on donne les outils et les moyens aux artistes de pouvoir s'émanciper, mais au-delà des centres, qu'on puisse aller dans la périphérie, dans des arrondissements plus externes, faire la promotion de la diversité au niveau de la culture, mais aussi s'assurer que les communications de la ville sont représentatives de la diversité montréalaise. Et finalement, la médiation culturelle par une organisation de forums d'échange, de visites de lieux culturels et l'organisation d'événements, mais aussi tout simplement faire la promotion d'une histoire qui est représentative de la diversité à Montréal. Et en conclusion, évidemment, nous, dans la consultation, on a au total un grand total de 8 thèmes, mais certains thèmes durant les activités contributives ont été abordés de manière un petit peu moindre. Et ça, c'est les thèmes de l'aménagement du territoire, de la vie démocratique et des sports et loisirs, mais quand même, de ce qu'on a pu relever, ce qui ressortait principalement, c'était notamment le fait qu'il y a une répartition inégale des équipements à travers les différents territoires et arrondissements. Donc, quand on parle d'équipements, c'est les parcs, les pistes cyclables, mais aussi même certaines personnes nous ont parlé de tout simplement comment le déneigement se fait d'un endroit à l'autre. On a parlé aussi, évidemment, de transport en commun, transport collectif, le fait qu'il y a des endroits où il n'y a pas de stations de métro qui existent, la fréquence de passage de certaines lignes d'autobus, la conception même, simplement la manière dont les lignes d'autobus dans certains endroits sont conçues, on trouve qu'elles ne sont pas adéquates par rapport aux besoins des populations locales. La persistance de déserts alimentaires dans certains territoires, donc le fait que certains individus n'ont pas accès de manière immédiate à des endroits où pouvoir se procurer des aliments frais. L'inaccessibilité financière de certaines pratiques sportives. Juste pour vous expliquer un peu, c'est que souvent, les complexes sportifs, les structures qui existent sont gérés par la ville, mais souvent, ce sont des associations sportives privées qui vont utiliser ces endroits-là pour, dans le fond, leurs activités. Et ces associations sportives sont un peu maîtres de décider des tarifs qu'elles appliquent. Et certaines participantes et participants décriaient cela, considéraient que ça favorisait de l'exclusion et de la discrimination dans les sports et loisirs. Et le fait qu'il y ait une crise de conscience entre les membres de la diversité et les lieux décisionnels et les partis politiques. Donc, au niveau municipal, c'est le fait qu'on ne se voit pas dans les institutions, dans les instances et dans les partis. Et les solutions qui ont été proposées, pour conclure, augmenter l'offre de services dans les territoires en périphérie, donc s'assurer que, notamment en transport en commun,
les différents territoires soient desservis de manière équitable, l'adaptation des infrastructures, donc s'assurer que les différentes infrastructures qui existent soient en accordance avec les besoins des populations locales, donc les aînés, les personnes en situation de handicap, mais aussi les familles nombreuses. L'accompagnement des populations marginalisées, donc qu'il y ait un soutien pour ces individus, et une meilleure représentativité au niveau des preneurs de décision et finalement le renforcement de la concertation entre les différentes communautés. Donc, merci pour votre écoute, c'est tout. Merci, Mohamed. Alors, nous allons maintenant prendre une pause d'une quinzaine de minutes. Je vous invite, si vous souhaitez le faire, à aller vous inscrire au registre pour, dans quelques minutes, pouvoir faire un commentaire, poser une question de clarification, apporter une solution que vous aimez voir inscrite. N'oubliez pas de préciser si vous avez des enfants, vous allez passer en priorité. Je vous rappelle aussi qu'il faudrait nous montrer la dia, s'il vous plaît, que vous pouvez jusqu'au 17 novembre nous faire part de votre opinion en ligne. Et vous pouvez dès maintenant nous envoyer une opinion ou un mémoire. Mais si vous voulez le présenter en personne devant nous, vous devez vous inscrire avant le 31 octobre à 16h pour nous dire « Attendez-moi, j'arrive ». Et les auditions débutent le 4 novembre. Alors, on prend 10-12 minutes et on revient pour entendre vos questions et commentaires. Merci. Je vous réitère donc de limiter vos préambules au strict minimum pour permettre au maximum de gens de s'exprimer. Vous savez que vous avez droit à 2 interventions et vous pouvez... donc, je vais y aller immédiatement avec la priorité aux femmes. Je vais appeler Madame Louise Constantin qui peut donc... Oui, mais je n'ai pas d'enfant, alors non. Constantin, c'est pas vous? Si, mais je n'ai pas d'enfant et vous n'avez Ah, pas mais d'enfant, non, mais non, ça ça va. va. Bon. Mais les femmes ont priorité quand même. Oh, je suis bien d'accord avec vous. Bonsoir. Alors, moi, je voulais venir à titre personnel parce que j'ai étudié en anthropologie puis les questions culturelles m'intéressent toujours. Sauf que j'ai une collègue qui a assisté à la séance du 22 et quand elle a mentionné l'organisme dont elle venait, ça a suscité tout un certain intérêt. C'est la Fédération des coopératives d'habitation du Montréal métropolitain. Alors, j'ai vu qu'il y avait quelques remarques sur les coopératives. Je vais aller voir le document. Il y en avait qui m'étonnaient un peu là, quand on disait qu'il manquait d'accompagnement. En fait, ce n'est pas le cas, là, parce qu'il y a les groupes de ressources techniques qui soutiennent le développement des coopératives. Et il y a la fédération aussi qui existe, là, qui apporte toute une série de services aux coopératives. Moi, je voulais répéter la question de ma collègue. On a vu beaucoup de données, mais au moment de l'accession de Projet Montréal, il me semble que notre mairesse avait dit que désormais, toutes les décisions de la ville ou les analyses feraient l'objet de l'analyse différenciée selon les sexes. Et on n'a pas vu beaucoup, là, évidemment, c'est ce que les organismes vous ont donné comme information, mais est-ce qu'il va y avoir un travail supplémentaire pour faire ressortir des données différenciées et faire ressortir aussi la question d'intersectionnalité, là. Ça, c'est un mot qui est connu dans le mouvement féministe, là, mais ça veut dire une personne immigrante peut être une femme immigrante avec d'autres types de préjugés ou de discrimination potentielle, etc., etc. Alors, ça, c'était ma première question. Alors, écoutez, c'est clair que actuellement, on en est à la période où on recueille des informations, où les informations nous viennent des citoyens et leur perception. Une des choses que vous avez dû remarquer, c'est qu'il y a des choses qui existent et dont les citoyens ne sont pas informés.
Donc, ça nous amène déjà à nous rendre compte qu'il y a des portes qui doivent s'ouvrir plutôt que d'être fermées. C'est peut-être un accès qui n'est pas possible. Alors, tout ça va être creusé à ce stade-ci. Ce à quoi on vous invite aujourd'hui en particulier, effectivement, c'est de nous révéler les angles morts, selon l'expression de notre secrétaire analyste, et pour qu'on puisse continuer à fouiller plus avant là-dessus. Mais est-ce qu'on peut peut-être demander à Yula si, en fonction des interrogations de Mme Constantin, c'est une préoccupation, bien sûr, de nos analystes pour ce qui est du rapport ou des données que nous devrons compiler? Oui, donc pour ce qui en est de la question de comment faire, comment rendre visible la réalité de différents segments de la population dans les résultats, c'est un souci de l'équipe. Pour les résultats qu'on vient de transmettre, nous nous sommes basés sur les rapports des activités organisées par les citoyens et les citoyennes. Donc, le profil démographique des sources des différentes interventions ne nous a pas forcément été révélé, la composition du groupe, mais l'identification de quelle suggestion est venue de quelle personne dans la part des activités citoyennes n'est pas forcément ressortie dans cette partie. Mais est-ce que c'est une préoccupation que l'équipe a? Est-ce que c'est une analyse que nous allons tenter de mener si les données nous sont offertes, que ce soit par la Ville, par les contributions des citoyens et des citoyennes? Oui, c'est une perspective que nous allons avoir. Maintenant, il faut voir si les données sont disponibles. À titre de rappel, la consultation ne crée pas ses propres données, mais prend les données offertes par la Ville ou par les groupes de citoyens. Mais cette vision d'intersectionnalité pour savoir qui dit quoi, quelle réalité affecte qui, est une priorité pour nous. Donc, c'est un angle que nous allons adopter. Est-ce que ça répond à... Oui, mais je croyais aussi que c'était une responsabilité de la Ville, soit de donner ces mandats-là ou de fournir les données. Vous savez que l'Office de consultation publique, ce n'est pas la Ville de Montréal, oui, bien sûr. Et ce que Yula voulait préciser, c'est que nous n'avons pas de mandat d'enquête. Nous avons un mandat de consultation. Dans la mesure du possible, cette préoccupation qui est la vôtre est la nôtre. Et c'est sûr que nous allons le plus possible en tenir compte. Vous pouvez être assuré de ça. Je vous remercie. Avez-vous une deuxième... J'ai volé la parole à ma coprésidente. J'ai l'habitude de me faire voler la vedette, mais comme je ne suis pas une vedette... Moi non plus. Alors, écoutez, dites-moi, vous aviez une deuxième question, vous aviez, c'est-à-dire un deuxième commentaire, vous avez droit à 2 interventions. Je vous remercie. En fait, je tenais des publications dans mes mains, j'allais oublier de les mentionner. Ce sont 2 études sur la plus grande coopérative au Canada qui est à Pierrefonds, 865 logements, à peu près 3500 personnes, et une cinquantaine de groupes culturels qui vivent dans la coopération et l'harmonie. Peut-être pas tout le temps, mais globalement, qui gèrent collectivement ce projet-là. Et il y a aussi Milton Park, que vous connaissez sûrement. Bien sûr. Là aussi, il y a énormément de communautés représentées et qui gèrent collectivement un ensemble immobilier, une communauté. Alors, je pense qu'on a des exemples intéressants qui viennent du modèle coopératif pour la préoccupation qu'on a ici. Je vous remercie. Est-ce que vous seriez assez gentil pour nous en laisser une copie ou qu'on vous fasse une copie à la table d'accueil? S'il pouviez leur demander si c'est une copie que vous laissez et dont nous devons dupliquer le contenu, on vous le retournera, ou ce sont des copies de courtoisie. En tout cas, ce sont des choses qui seraient intéressantes pour nous. Elles sont disponibles en ligne. Je peux fournir la référence. On peut montrer à l'autre. Yula peut prendre des photos et on va les retrouver. D'accord. Merci, Madame Constantin.
Nous allons quand même alterner avec M. Claude Dumont. Bien, bonsoir. Bonsoir, M. Dumont. L'Office aurait comme suggestion à promouvoir vos logements sociaux du type coopératif. Pas nécessairement HLM, on se comprend tous les deux. Bien sûr, c'est pas pareil. Pas tout. Donc, entre autres, celle coopérative où les gens pourraient être semi-propriétaires, je dis pas propriétaires, entre autres pour les handicapés autonomes. Comme moi vous avez raison, je suis handicapé. Une canne depuis peut-être 8 ans, mais pas. Ça, c'est un élément. Promouvoir les logements sociaux, vous avez raison, il y en a déjà, mais c'est pas assez promu. Il y en a déjà. Dans l'Est de Montréal, je parle de Ville-d'Anjou, je parle de Pointe-Saint-Charles. Dans la Côte-de-Neige, c'est sous-représenté. Le logement social. En plein ça. On se comprend. Donc, juste parce qu'on en parle en ce moment, donc à Blue Bonnets, Oui. on aurait pu en faire, on aurait pu en proposer, on aurait pu le mettre comme élément. On se comprend sur deux. Aborder les solutions, ça fait juste à peine, quoi, 100 ou 200, alors qu'il va se faire des condos. On se comprend sur deux. On se comprend très bien. Dans cet area-là, qui est proche du métro de la Savane, Oui. j'habitais. Donc ça, c'est un élément. D'accord. L'autre question? Oui. En avez-vous un autre? Oui. Hier, j'étais voir des amis à la Chine, et puis la pollution promue par les voitures, la pollution de l'air, occasionnée par les voitures, est méconnue. Donc la source de la pollution, c'est totalement méconnu. Donc promouvoir, s'il vous plaît, vos transports en commun, promouvoir le transport en commun, donc dans vos banlieues. Qu'ils fassent ou qu'ils fassent du covoiturage. Je parle des gens de Saint-Lambert, je parle des gens de Saint-Hyacinthe, je parle des gens de Côte-Saint-Luc, ou des gens de Dorval, on se comprend tous les deux, ou des gens de Roxborough. Que la ville de Roxborough ou de la ville de la Chine promouvoie un peu, pas en grosse publicité, ou juste invite les gens À faire plus de covoiturage. en plein ça. À défaut de prendre l'autobus, à défaut de prendre le métro. Vous avez raison, c'est pas tout le monde qui attend l'autobus 15-20 minutes. Vous avez raison. Non. Mais hier, j'ai voir des amis à la Chine, tout le monde, par voiture, sur l'autoroute. Vous avez sauvé une demi-heure en prenant votre service. On se comprend tous les deux. Ils prennent votre service. Un par voiture, très souvent, c'est courant. C'est métropolitain aux heures de pointe. Hey, 1h30 le matin, 1h30 le soir, quand on habite en banlieue, quand on ne fait pas le covoiturage, C'est sûr désolant. que ça aide pas à... Donc, c'est ça que je vous demande, d'inviter les villes de banlieue à promouvoir le covoiturage. D'accord. À défaut de prendre l'autobus, quand même. Parfait. Je pense C'est ça, qu'on c'est ça, vous a je prends bien note. compris. Merci. Merci, M. Dumont. Merci. Je dois vous aviser que le registre est encore ouvert pour 10 minutes. Alors, s'il y a des gens à qui il vient des questions qui ne sont pas inscrits au registre, vous pouvez toujours le faire. En attendant, j'appelle Madame Élodie Ekobena. Bonjour, Madame Ekobena. Bonsoir. Merci encore pour la synthèse qui a été faite. Je suis Élodie Ekobena du Centre Justice et Foi. J'ai deux questions en fait concernant une thématique qui n'a pas été abordée, celle de l'éducation et de la sensibilisation, et la thématique du profilage racial. Ma question concernant la première, je voulais savoir en fait où iraient les compétences de la ville ou alors son pouvoir auprès des instances gouvernementales pour encourager les campagnes ou les programmes ou les projets à long terme des groupes pour sensibiliser, éduquer, déconstruire les préjugés, déconstruire les stéréotypes que vivent certaines
minorités en particulier. Ma deuxième question, en fait, c'est plus sur les contrôles d'identité de... Si vous permettez, on va répondre à la première. Comme vous voulez. Écoutez, lorsque on a parlé beaucoup des champs de compétences de la ville, et quand vous nous avez parlé d'abord de l'éducation, j'ai cru que vous évoquiez le système éducatif. Et à ce moment-là, ça aurait été hors la compétence de la ville, sinon cette grande, comment je dirais, ce qu'on se réserve toujours, le pouvoir d'influence de la ville pour intervenir et ainsi de suite. Mais je me rends compte que quand vous parlez d'éducation, ce n'est pas forcément le système éducatif, c'est l'éducation à large, au-delà de l'instruction publique, et qui pourrait autant s'attarder au camp de jour de la Ville de Montréal, au réseau des bibliothèques et leurs activités. Ça pourrait être aussi des campagnes de sensibilisation menées par la Ville. Et à ce moment-là, on va voir, effectivement, dans l'ensemble des choses, nous ne sommes pas là, effectivement, aujourd'hui pour répondre, mais pour entendre toutes les contributions et toutes les préoccupations qui n'auraient pas été prises en compte. Donc, je vous rassure, si tant est que vous avez été inquiété, c'était moi plutôt qu'il était, je rassure quant à la pertinence, effectivement, Et je vous invite à votre deuxième question. D'accord. Ma deuxième, en fait, c'est plus sur la question du profilage racial et sur les personnes à statut précaire. Je voulais savoir, en fait, quel serait, comment le SPVM pourrait justement respecter, par exemple, ces personnes à statut précaire qui, souvent, en attente de leur statut, peuvent se retrouver pris justement par le SPVM et se retrouver, par exemple, dans des prisons pour immigrants, en fait. Je voulais savoir jusqu'à où pourrait se limiter ce pouvoir d'avoir trop de détails sur les personnes racisées, en fait. Je m'excuse, je n'ai pas très bien compris. En fait, illustrer, vous avez donné une illustration, puis... Oui, allez-y, reprenez ce que vous... Par exemple, dans les contrôles de la police, il y a des personnes, des fois, qui se retrouvent en statut précaire. Donc, un statut d'attente de leur statut légal, ou alors que leur statut vient d'être épuisé et qu'ils ont peur d'aller voir les compétences administratives gouvernementales pour ça. Et des fois, le SPVM se retrouve à avoir trop de détails sur la vie de ces personnes-là. Et donc, quand ces personnes-là sont arrêtées et conduites, est-ce qu'il y aurait moyen, justement, de restreindre le détail sur la vie privée de ces personnes-là? Vous dites le SPVM a trop de détails. Oui. Ça veut dire que vous avez des situations en tête où une personne qui est interpellée par le SPVM entend, c'est-à-dire entend décrire sa situation à l'avance, avant même qu'on lui demande d'avoir... les personnes sans statut, comme on les appelle. Oui. Et dont les coordonnées seraient fournies par le ministère de l'Immigration fédérale ou provinciale? Qui aurait trop de détails, en fait, sur ces personnes-là. Parce que, en fait, ce qui arrive, c'est que dans les témoignages qu'on a reçus, il y avait des personnes qui nous disaient, je suis en attente, et quand on m'a arrêtée, je venais de vivre une situation d'abus. Et donc, je me suis retrouvée en prison parce que la police détenait trop de détails sur ma vie privée. Et je me suis demandé pourquoi la police a autant de détails sur ma vie privée, alors qu'il y a quand même un certain respect de la vie privée. Et donc, je voulais savoir, est-ce que dans ces consultations-là, est-ce que la ville ou le SPVM pourrait prendre en considération ce respect de ma personne, même si je ne suis pas légalement acceptée dans le territoire actuellement?
Oui, Donc, théoriquement, la réponse, c'est ça. C'est oui, c'est tout le monde est égal devant la... Maintenant, on va effectivement regarder comment ces situations peuvent se produire et... Au fond, pour éclaircir un petit peu votre questionnement, vous vous demandez, quand le SPVM interpelle un sans-papier ou une sans-papier, il est capable, en 2-3 clics, de trouver des informations dans une base de données quelque part, et vous vous demandez qui accumule ces données-là et pourquoi on les transmet si facilement au SPVM? Voilà. Je n'ai pas la réponse. Ah ben, ce sera un angle mort à prendre en compte. Ceci est un angle mort, vous avez raison. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que c'est Abid? Non, Qui a... Yula. Ah, c'est Yula. Oui. Bon, écoutez. Madame Constantin, vous avez soulevé notre curiosité. Et comme je le dis souvent, nous sommes des personnes gourmandes, en particulier en ce qui concerne les coopératives d'habitation, dont je dois vous dire qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur le fonctionnement et ainsi de suite. Alors, notre secrétaire analyste, comme d'ailleurs souvent les commissaires là-dessus, sitôt qu'on parle des coopératives d'habitation, voudrais profiter de votre présence pour vous poser certaines questions, pour voir... Par exemple, une des questions, ce n'est pas un examen, mais c'est probablement une invitation à à donner une opinion en ligne sur des choses qui nous intéressent, si vous n'avez pas les réponses tout de suite. Il y a 2 choses qui nous sont acheminées ici, et on nous dit, et je partage avec vous parce que la transparence est une de nos vertus, peut-on creuser davantage la question avec la personne responsable des coopératives, où sont les ressources pour que les citoyens se plaignent et comment faire pour y avoir accès, parce que les gens semblaient, ceux qui nous ont parlé jusqu'ici, semblaient ne pas savoir qu'il y avait possibilité de se plaindre lorsqu'il y avait des situations de tension ou un accès limité. Et où sont les ressources et comment faire pour y avoir accès. Si vous n'avez pas la réponse tout de suite, et je crois que pour l'intérêt plus large de tout le monde, je vous inviterai peut-être à donner une opinion en ligne, simplement à nous dire, voici une information. Oui? Allez-y. Est-ce que... Non, c'est Mohamed. Moi? Je m'excuse, j'entends pas, Mohamed. On nous annonce que Louise Constantin va venir nous déposer un mémoire. D'accord. Vous étiez inscrite? C'est ma collègue, je pense, qui a fait ça. D'accord. Donc, vous savez Merci de m'informer. Vous savez déjà combien on va être tout oui pour cette question-là. Je vous remercie beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a eu d'autres inscriptions? Non. Monsieur, est-ce que vous souhaitez... Alors, venez. On va faire un raccourci, comme on dit. Et on va prendre Et vous aurez la chance d'être invité par Mme Emo, ma coprésidente. Bon, Dominique Péchard, je suis de la Ligue des droits et libertés. Alors, et c'est, oui, Dominique Péchard de la Ligue des droits et libertés. C'est pour donner suite à l'intervention de Élodie Ekobena. C'est qu'un des problèmes de discrimination vécus par les personnes racisées, c'est que le fait qu'ils sont souvent interpellés, même sans justification, par le SPVM. Donc déjà, ça, c'est un problème en soi. Mais si en plus, ils sont sans statut, la politique du SPVM, c'est de dénoncer les gens qui trouvent sans statut à immigration. Ce que d'autres services de police dans d'autres municipalités, dans d'autres villes ne font pas. Même au Québec? Bien, disons, au Québec, je ne sais pas, mais c'est surtout à Montréal qu'il y a un gros problème, là. Je pense, par exemple, à Toronto. Okay. Bon, et un des effets, à part le fait,
sur ces personnes-là d'être détenues et éventuellement déportées, c'est le fait que toute personne sans statut ne peut plus, si elle est victime, si elle est elle-même victime d'un crime ou témoin de crimes, de violence et tout ça, ne peut pas avoir la protection de la police et de la justice parce qu'à cause de ça, si la police elle recourt à la police et la police trouve qu'elle est sans statut, ça va avoir les conséquences que je viens de donner. Donc, c'est un gros problème de discrimination pour les gens qui sont sur le territoire de Montréal. Et à ce que je sache, il y a à peu près 50 000 personnes, on estime, sur le territoire de Montréal qui n'auraient pas un statut, qui seraient sans statut. Qui seraient sans statut actuellement. Est-ce que, M. Béchard, vous pouvez répondre à la question de Mme Ekobena tout à l'heure? Comment les SPVM peut se retrouver avec autant d'informations sur quelqu'un qui vont interpeller comme ça et découvrir qu'ils sont sans statut? Bon. Le SPVM n'est pas du tout transparent sur les moyens à sa disposition, ceux-là ou d'autres. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a accessible dans ces banques de données. Maintenant, il y en a de plus en plus de données qui sont partagées par tous les corps policiers en Amérique du Nord, en fait, et les différentes agences de sécurité. Donc, ça, je ne peux pas dire exactement ce qu'il y a à sa disposition, mais s'il est proactif pour demander à une personne c'est quoi son statut, bien là, la personne, si elle ne peut pas prouver qu'elle a un statut quelconque, bien là, elle peut se retrouver dans la situation que j'ai dit. Alors, voilà. C'est une situation qui mérite d'être creusée. Oui, je comprends. Merci beaucoup de votre intervention. OK. Alors, est-ce qu'il y aurait une autre question qui aurait surgi? Non? Oui? Ah, Madame Constantin? Vous avez le droit. Vous avez le droit. On va vous inscrire 2 fois. Oui. Louise Constantin. Bien, je vous remercie. On a parlé des Autochtones tantôt et ça a soulevé une question par rapport à vos procédures. Vous invitez les citoyens, les organismes à participer aux consultations. Est-ce que dans certains cas, vous vous adressez directement à certains organismes pour pouvoir les entendre? Je pense aux Autochtones parce que maintenant, il y a tout le processus de la réconciliation qui fait qu'on doit faire des gestes, poser des gestes beaucoup plus proactifs là, pour essayer de compenser là, tous les préjudices qu'ont subis les Autochtones. Alors, je me demandais, puis si je vous pose la question, ça m'amène à la deuxième. Dans une autre vie, j'ai travaillé pour le Réseau autochtone de Montréal. Vous étiez dans une autre vie quoi? J'ai travaillé pour le Réseau autochtone de Montréal. Et à cette époque-là, il y a eu un protocole de conclu entre le réseau et le SPVM pour offrir de la formation et également pour sensibiliser au fait que, justement, il y a un certain profilage particulier. Et dernièrement, j'entendais Nakoussette qui parlait et qui disait que même si ça avait été célébré, ce protocole-là, finalement, il n'était pas si en application que ça. Et la question qui découle de ça, c'est la question de l'imputabilité et de sanctions. Bon, nous, dans notre organisme, on travaille avec les personnes en situation de handicap, les aînés. Il y a des politiques à Montréal, mais ce qu'on déplore, c'est qu'une fois qu'il y a des politiques, il n'y a pas de dents, il n'y a pas d'imputabilité, il n'y a pas de sanctions. Et si les personnes subissent des préjudices, elles ont beau invoquer la politique, mais après ça, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, c'est peut-être un autre angle mort de dire on va peut-être adopter de beaux principes, mais quels sont les moyens qu'on va prévoir pour qu'ils puissent être appliqués? Je vais peut-être répondre. Je vais tenter de répondre et puis probablement que Mme Mimon va compléter. En ce qui concerne la proactivité auprès des groupes autochtones, c'était une question qui était pour nous importante et il y a beaucoup d'interventions qui ont été faites auprès des groupes autochtones. Nous avons participé déjà dans la première étape à une séance d'information particulière
avec les groupes autochtones. Déjà, je devrais dire que lors de la tournée de pré-consultation qui a eu lieu, qui a été notre première étape, je dirais, en particulier dans l'arrondissement de Ville-Marie et même dans l'arrondissement d'Outremont, nous avons eu des témoignages qui touchaient beaucoup l'itinérance, qui touchaient le profilage racial de la part... oui, j'y arrive après pour le profilage et les situations d'itinérance, l'accès même aux organismes communautaires. Nous nous sommes rendus compte aussi que cette situation d'itinérance connue au niveau de Ville-Marie avait migré au niveau du plateau Mont-Royal et qu'il y avait de plus en plus, c'est-à-dire que ces problématiques se retrouvaient là aussi. Et on a demandé par la suite d'avoir une séance spéciale avec plusieurs associations autochtones, les associations qui avaient siège autant dans les universités comme Concordia, comme McGill, mais aussi des associations pour les femmes autochtones. Et nous avons eu une séance extrêmement productive où nous leur avons demandé d'intervenir, comme on le demande à tout le monde d'intervenir et de faire valoir leur réalité. Je dois vous avouer que la réponse, même si elle était positive, on a constaté qu'un peu comme vous l'évoquez dans votre deuxième question, il y avait un peu de lassitude par rapport aux multiples consultations qu'il y avait dans le milieu et le manque de suivi rigoureux et le manque d'indicateurs de suivi. Nous avons quand même poursuivi et nous avons eu le bonheur que la première activité contributive citoyenne ait été tenue par des groupements autochtones, où ils nous ont apporté effectivement des éléments et Mohamed y a fait référence en particulier. Nous continuons, je dirais, et nous espérons qu'au niveau des auditions, moi personnellement, je n'ai pas la liste de gens qui sont déjà inscrits au niveau des auditions, mais nous savons qu'il y a cet intérêt qui est manifesté, et puis nous ne pensons pas que ce soit seulement les auditions qui vont pouvoir nous nourrir. Ce que vous faites aujourd'hui nous nourrit également, va nourrir notre réflexion, il va nourrir notre rapport, puisque la consultation prend plusieurs formes, et pas seulement la forme traditionnelle du dépôt de mémoire et ainsi de suite. Quant à votre deuxième question, je pense qu'elle rejoint une des choses que M. Régis nous a dites en termes de suivi, de la nécessité d'un engagement qui ne soit pas ponctuel ou sporadique, mais qui soit étayé par des indicateurs de suivi cohérents et qu'on puisse voir, parce que c'est plus facile des engagements qui ne sont pas, comment je dirais, qu'on n'a pas l'occasion de vérifier sur une base régulière. Et c'est une des choses que nous avons en tête. On peut prendre l'engagement vraiment que les recommandations que nous ferons, nous allons nous assurer qu'elles soient, comme nous l'avons dit, applicables et j'ose pas dire suivable, mais objet de vérification régulière par la suite. Je vous remercie beaucoup. Est-ce que, Madame Imon? Non, je suis comblée, chère coprésidente. Je suis suspendue à vos lèvres. Je vous remercie beaucoup. Merci, Madame Constantin. Ça va? Alors, chers amis, cela met fin à notre... Cher commissaire, pas de question? Très bien, non. J'aurais peut-être une question. Monsieur Thuot, une petite question? Et ça serait pour... Oui, bonjour, bonsoir. Ça serait pour profiter de la présence de Monsieur Régis de Centraide. À la suite de votre présentation, vous avez parlé de ce moment important de Centraide lorsque vous avez adopté une approche territoriale.
Puis quand je regarde cette approche territoriale, pour Montréal, elle est beaucoup circonscrite par les quartiers ou arrondissements. Est-ce que ce changement d'approche-là vous a amené à modifier vos relations ou à intensifier vos relations avec les instances municipales, puisque dans les problématiques qui sont les vôtres, vous trouvez le gouvernement fédéral, le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal, mais est-ce qu'il y a un focus supplémentaire qui s'est fait avec la Ville et comment qualifieriez-vous cette relation maintenant entre Centraide et la Ville de Montréal? Effectivement, en fait, pour être plus complet, oui, par quartier. Donc, ça veut dire que dans chacun des quartiers, on est en lien avec les différents acteurs, y compris les acteurs de l'arrondissement, à tous les niveaux. Développement social, habitation, culture, dépendamment des enjeux, évidemment, qui sont identifiés dans le secteur. Mais il y a aussi des actions que l'on mène avec la ville-centre sur l'ensemble du territoire parce qu'il y a des enjeux qui sont transversaux ou qui sont communs à plusieurs arrondissements. Par exemple, la sécurité alimentaire ou sur le logement, où là, on va travailler directement avec les directions. Souvent, c'est la direction de la diversité sociale, mais on a eu à travailler avec la direction de l'habitation, avec le développement économique au niveau des espaces communautaires, on le fait présentement, ou avec le BINAM. Présentement, on a des collaborations avec eux sur les enjeux qui sont pluriels à plusieurs arrondissements pour ne pas travailler en double et en triple. Et je vous dirais que les collaborations, en règle générale, sont assez bonnes, en ce sens qu'on a même, Montréal est la seule ville en Amérique du Nord où il y a une entente formelle entre la Ville de Montréal, la Direction de la santé publique et Centraide du Grand Montréal pour soutenir dans chacun des quartiers de Montréal une table de quartier où les citoyens doivent être impliqués, c'est une condition, pour travailler tous les acteurs ensemble sur les enjeux de développement social. D'ailleurs, il faut remercier des gens dans la salle qui étaient des pionniers, des pionnières dans l'établissement de ce genre de partenariat qui vit encore depuis plus de 20 ans. Donc, ça crée des canaux de communication qui font en sorte que quand il y a des difficultés, des enjeux, on peut se retourner vers l'acteur municipal ou l'acteur santé publique ou l'acteur philanthropique que peut être Centraide pour voir qu'est-ce qu'on peut faire quels sont les leviers qui sont à notre disposition pour pouvoir soutenir des actions citoyennes ou de différents acteurs à l'échelle locale. Ça répond? Oui, merci. Merci beaucoup. Alors, peut-être vous rappeler que toute la consultation, toute la documentation autour de cette consultation est facilement accessible sur le site de l'Office et au bureau de l'Office de consultation publique. On y dépose très, très régulièrement des documents, notamment la transcription de cette soirée, la présentation de cette soirée. Je vous rappelle encore une fois que vous avez jusqu'au 17 novembre pour nous faire part d'une opinion en ligne. C'est simple, c'est très facile de le faire sur le site. Et que si vous souhaitez nous faire parvenir votre opinion ou votre mémoire et nous le présenter en personne, vous devez, avant le 31 octobre à 16h, vous inscrire et nous aurons le plaisir de vous entendre à partir du 4 novembre. Alors, je vous remercie chaleureusement, tous et toutes, et tous ces étudiants qui étaient ici ce soir, là, qui ont fui parce qu'ils ont des cours à 8 heures demain matin. Et à vous tous, merci de votre attention et merci de contribuer à cette consultation. Bonsoir, rentrez prudemment. Merci.